Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Cette semaine, tout s'est mis en place. La nomination du Premier ministre, la formation du gouvernement, le premier Conseil des ministres. Nous allons décrypter cette actualité, tout comme la présidentielle au Libéria, le coude à coude. Weya Boakai, je reçois avec beaucoup de plaisir nos consultants comme d'habitude. Lanciné Bakayoko, que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Juste après, Dr Bamba Sidiki, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous avons Félix Boni qui nous rejoint ce soir. Et juste après Félix Boni, Valentin Zawi est là. Messieurs, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le gouvernement de Mambé est au travail depuis mercredi dernier en Conseil des ministres. David Soyo nous parle de ses priorités. Signature d'un décret portant nomination de M. Le nouveau gouvernement ivoirien est connu. Il est composé de 30 ministres et de 2 ministres délégués. L'on y trouve 6 femmes. Dans le gouvernement Robert Begré-Mambé I, des changements ont été effectués. Le portefeuille du chef du gouvernement s'est élargi. En plus de son rôle de coordination de l'action gouvernementale, il a en charge le ministère du Sport et du Cadre de vie. 4 nouvelles personnalités font l'entrée. L'ancien président du conseil d'administration de la SODEMI, Ibrahim Khalil Konaté, devient ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Un nouveau département ministériel créé. L'ex-directeur général du Trésor, Jacques Assaoré, occupe désormais le poste du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Wotabuna Ouattara quitte le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente et devient ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le diplomate Adjé Silas Mech, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, est le nouveau ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie. À côté des nouveaux entrants, il y a ceux qui ont fait un bond en avant. Kakouadja Léon Adom, anciennement ministre délégué, est promu ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Anne-Désiré Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, devient ministre d'État. À noter le départ de 5 ministres de l'ancien gouvernement. Paulin Claude Danhaut des Sports, Jean-Claude Assis de l'Environnement et du Développement durable et Kouadio Konan Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kandia Kamisoko Kamara, ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, élu président du Sénat, et Epiphane Zorobi, ex-ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté, désormais à la tête de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Les 28 autres membres gardent leur portefeuille d'origine pour certains et d'autres avec des compléments ou quelques modifications. Ce mercredi 18 octobre 2023, ils ont effectué le premier conseil des ministres, marquant le début de l'ère Robert Begré-Mambé. Je commence par vous, docteur Bamba. Ce sont des changements qu'on a constatés dans ce dernier gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes surpris? Quelle est votre observation sur ce gouvernement? Pas d'étonnement, véritablement. Dans le jeu politique, on sait que les changements sont très difficiles. Surtout quand un pouvoir est là depuis 10 ans, ce n'est pas du tout évident que les changements se fassent comme cela. Donc je pense que ceux qui ont été reconduits dans le secret des délibérations sont ceux qui ont été véritablement choisis. Au-delà, il y a 4 nouvelles têtes qui viennent ici, en tout cas, pas perturber, ajouter à la photographie du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Sinon, à part cela, c'est un jeu de chaises musicales, des ministères qui sont saucissonnés pour compléter d'autres ministères, et puis de nouvelles têtes que nous venons de voir, 4 véritablement, voilà, qui participent comme ça dans le jeu politique. Je crois que la chose la plus visible, c'est vraiment l'arrivée du Premier ministre Begré-Mambé, qui est la surprise véritable. Après cette surprise-là, les autres, je crois que c'est du déjà vu, voilà, dans la mesure où la majorité des cadres restent quand même à leur poste ministériel.
Ouais. Félix Boni, il a dit tout à l'heure, l'arrivée du Premier ministre Mambé, qui finalement a surpris tout le monde. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est un changement de cap? Alors moi, le principal changement que j'observe, c'est plutôt l'arrivée du Premier ministre Begré Mambé. Sinon, quand on me pose la question sur ce gouvernement, je dis qu'on a fait du neuf avec du vieux. 28 anciens ministres reconduits sur une trentaine avec quelques juste petits changements. Quand je dis petits changements, au niveau du ministre des Sports, où Begré Mambé lui-même s'attribue le poste. Et puis, je dirais au niveau un nouveau ministère qui a été créé, c'est-à-dire un découpage du ministère de la communication et de l'économie numérique, le volet numérique qui est attribué à Khalil Konaté qui arrive, le ministre du Sport qui est également nouveau, M. Watabona Kone qui venait d'être nommé, Watabona Ouattara qui venait d'être nommé au Conseil de l'Entente et qui se retrouve finalement membre du gouvernement. Je crois qu'il n'y a pas de grand changement. C'est l'ancienne équipe carrément qui continue sa mission. Et donc, du coup, lorsqu'on parle même des priorités de ce gouvernement, je dirais, mais ce sont les mêmes priorités, sauf que Begré Mambé a reçu une feuille de route plus ou moins très claire du président de la République au dernier Conseil des ministres, lorsque le président a insisté beaucoup sur la réussite de la prochaine CAN. Et je crois que la personnalité nouvelle, et je l'ai dit sur le plateau tantôt au dernier club de la presse, la personnalité nouvelle, c'est Begré Mambé, et c'est le nouveau chef d'orchestre, c'est le rythme qui va imprimer, qui va éventuellement donner le changement on attend de voir. Valentin, Zawi. Alors, il y a 2 semaines, quand le président Ouattara nous annonçait que manifestement les choses allaient bouger au niveau du gouvernement, en fait, tel qu'il a dit, on aurait pu penser qu'il allait avoir de grands chamboulements. En tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu par beaucoup d'Ivoiriens. Et en fin de course, non, on fait un peu du surplace. Je pense que l'essentiel des membres du gouvernement précédent sont là. À part les nouveaux, là, 4 personnes, comme on l'a dit. Après cela, le président, c'est son pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui sait, c'est lui qui apprécie, c'est lui qui décide. Mais je pense que ce qui est important aussi, c'est les actes qui sont posés. Il y a des messages qu'on envoie aux populations. Quand il y a Ebimpe, par exemple, et que le porte-parole du gouvernement estime que non, c'est la faute à la pluie et que non, aucune tête ne sera coupée, qu'au final, le ministre des Sports, il sort du gouvernement, il y a beaucoup de nos concitoyens qui disent merci au président Ouattara. Parce que c'est juste pas possible. Il s'agit de l'argent du contribuable, donc il y a un minimum, on ne peut pas demander aux autres, et manifestement, il y a une situation délicate, et on fait comme si, non, il ne fallait pas prendre ça en considération. Donc je veux dire, c'est cela. Le fait que certains ministres soient sortis, le président a certainement de bonnes raisons de l'avoir fait. Après, c'est son pouvoir, donc c'est lui qui sait qui va faire l'affaire, c'est lui qui sait qui doit partir, qui va rester. Ce qu'on peut entendre en tant que citoyen, c'est que le gouvernement fasse son travail. Voilà, les ministres de la République, ils sont au service du peuple souverain. Donc, ils doivent faire le travail pour lequel ils ont été nommés par le gouvernement, parce que le président a été élu à la majorité par les Ivoiriens. Donc, les ministres qui sont nommés par le gouvernement ont des comptes à rendre au peuple souverain. Donc, ils doivent faire le travail de façon conséquente pour que le pays avance. Donc, c'est ce qu'on peut espérer. Voilà. Lanciné, quelle est votre lecture? Oui, c'est vrai, les autres l'ont dit, il n'y a pas eu de changement en profondeur comme on aurait pu l'espérer. Mais il y a eu quand même quelques changements, notamment au niveau de la dénomination des ministres, des ministères et surtout au niveau des attributions. Parce que le chef de l'État a fixé le cap au cours du premier Conseil des ministres où il a insisté sur les nouvelles orientations de sa politique qu'il va mener pour les prochaines années. Il a parlé notamment de la CAN, Zawi en a parlé, mais il a surtout insisté sur la surveillance des prix. Et il a créé un ministère, il a attaché la production vivrière, par exemple, au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ça veut dire qu'il a une nouvelle orientation, c'est-à-dire aujourd'hui permettre aux Ivoiriens d'accroître la productivité, d'accroître la production vivrière, une manière de lutter contre la vie chère. Il y a aussi que le ministère de l'économie numérique a été scindé. Il a mis l'emphase sur les questions de digitalisation qui, aujourd'hui, sont devenues des axes prioritaires pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'autres chantiers qui ont été ouverts et on note, les autres l'ont dit, le départ du ministre des Sports. Je pense que ça, c'est l'acte majeur qui a été posé au cours de ce remaniement ministériel, au moins pour le symbole. Parce que si Paulin Claude Danho était resté au gouvernement,
je pense que beaucoup de personnes n'auraient pas compris qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé au niveau des BIMP. Donc je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État a quand même envoyé un signal. Et moi, c'est la principale leçon que j'ai dit, c'est-à-dire que ne pas avoir un peu de détachement avec l'argent public et corser la gouvernance dans nos institutions. Et surtout, il a dit que les cabinets ministériels vont être redimensionnés. Ça signifie qu'on va réduire un peu le train de vie de l'État. Et ça, ce sont des actes qu'on ne peut pas négliger, quoique le gouvernement n'ait pas changé quantitativement, mais je pense que qualitativement, les orientations qui sont données aujourd'hui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer une nouvelle dynamique. Et je pense que c'est le message que le chef de l'État voulait transmettre à ses concitoyens. Et au regard de l'environnement ambiant, de ce que moi j'entends ici et là, et ce message apparemment est bien passé. Oui, alors on a parlé du sport et d'ailleurs on en a parlé depuis l'affaire Ibimpe avec Félix Boni notamment, qui en appelait d'ailleurs à des sanctions. Et je pense qu'en récupérant le portefeuille du ministère des Sports, même si Adjé Silas Metch occupe le portefeuille de façon opérationnelle, mais c'est le Premier ministre lui-même qui occupe directement ce poste de ministre des Sports. Il a été, on le rappelle, en charge de l'organisation de la francophonie. Ça a été, disons-le tout net, un succès. C'est donc un gage de réussite. Mais bien sûr, Begremambé, en tant que ministre-gouverneur, a été l'organisateur du 8e jeu de la francophonie, bien réussi en 2017, au point où le Canada a dû venir en Côte d'Ivoire pour s'inspirer de l'exemple ivoirien. D'ailleurs, le Canada qui finalement n'a pas pu véritablement être à la hauteur au point d'avoir jeté l'éponge au dernier moment. Alors que le ministre-gouverneur qui a réussi un tel exploit soit le titulaire du ministère des Sports, cela veut dire que c'est pratiquement la priorité. Et vous avez vu que dans le discours du président de la République, il en a fait un point d'honneur, c'est-à-dire qu'on attend du Begremambé qui réussit cette CAN pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un événement, c'est un tournant décisif en matière d'image et j'allais dire, oui, en matière d'image pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vendre la destination Côte d'Ivoire, cette CAN sera un élément très important pendant ces 3 mois, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. J'en viens de ce pas, je viens de passer tout à l'heure à Ebimpe. J'ai vu comment les choses vont très vite, la circulation qui devient de plus en plus fluide. Il fallait qu'il y ait ce coup d'arrêt, il fallait qu'il y ait ces décisions courageuses. Vous avez pu voir la pelouse? Je n'ai pas pu voir la pelouse, mais j'ai pu voir de loin quand même que ça travaille. Je suis passé de nuit la veille et ce matin, ce midi également avant d'arriver sur le plateau ici. Et j'ai vu qu'effectivement il y a des travaux et j'ai vu que la route aujourd'hui est devenue très fluide et il y a beaucoup d'activités dans ce secteur. Et j'espère que ce n'est pas seulement pour le stade de Bimpe, que c'est pour l'ensemble de toutes les infrastructures qui vont accueillir tout ce monde qui va venir de partout. Je crois qu'il n'y a pas meilleure occasion pour vendre encore la destination Côte d'Ivoire que cet événement qui tient à cœur au chef de l'État au point d'en faire un point d'honneur dans son discours au Conseil des ministres. Docteur Bamba, vous voyez une autre priorité parce que là, tout de suite, sur le court terme, on a la CAN 2024. Est-ce que vous avez d'autres priorités à travers ce qu'on a entendu déjà depuis le mercredi? Oui, pas grand-chose. Bon, je crois que c'est dans la continuité depuis l'élection du président Ouattara en 2020. Tout ce qu'il a pu dire avec la nomination de ces différents premiers ministres, et rien ne change en fait. Et rien ne change dans le sens où c'est le développement, c'est la consolidation des choses, c'est encore les perspectives, et en tout cas tout ce qui revient à un gouvernement de pouvoir le faire et à un chef d'État élu de pouvoir promettre à ses populations de ce qu'on attend de lui véritablement du point de vue du travail. Il va de soi qu'immédiatement, ce qui pointe à l'horizon, c'est la CAN 2023. Et c'est une priorité, la priorité des priorités, vu tous les discours qui ont fusé ça et là après l'histoire des BIMP. C'est de bon ton qu'on attend vraiment le gouvernement sur ce point-là. Et le Premier ministre actuel, Begremambé, lui, il a pour lui l'histoire. Il a le repère de comparaison de la francophonie 2017 qui est en creux et qui devient pour lui l'élément fondateur de sa nomination. Donc, on l'attend véritablement. On a parlé d'opérationnel, des ministres opérationnels. Oui, cela va de soi. Il est Premier ministre, il est chef du gouvernement, donc il doit avoir l'œil sur tous les ministères, mais principalement pour la CAN, on attend beaucoup de lui. Et on attend beaucoup de lui en souvenir de ce qu'il a pu faire pour la francophonie. Et je pense que tout le monde est solidaire de cela, parce que la Côte d'Ivoire s'attend vraiment à une CAN hospitalière, ça a été dit. On a déjà vu qu'avec
le tirage au sort, c'était une très belle fête. Donc on souhaite que les deux la matchs fête amicaux aussi, l'effervescence qu'il y a eu. Voilà, donc les Ivoiriens aiment ça. Donc c'est normal. Depuis 1984, où on a accueilli pour la première fois à la CAN, ça fait la seconde fois, ça fait 40 ans que, pas que la Côte d'Ivoire attend cette CAN-là, mais c'est, en tout cas, la roue a tourné, c'est notre tour. Priorité des priorités, il y a la CAN, mais il y a aussi des priorités ordinaires d'un gouvernement au niveau de l'économie, au niveau de la cherté de la vie, au niveau de bien d'autres éléments qui incombent en tout cas au travail qui revient de droit à tous les ministères. Oui, Valentin Zawi, la question surtout, et c'est Bakayoko qui en parlait tout à l'heure, la question de la production vivrière qui est adressée directement par le ministre de l'Agriculture désormais. Ça veut dire que c'est un point, oui, important, surtout dans la lutte contre la vie chère. Je faillis dire, il n'est pas trop tard. Il y a longtemps qu'on a ce problème. La Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources, beaucoup de ressorts. Et c'est juste, ça posait quand même un problème que nous soyons incapables de nous nourrir, par exemple, par rapport au riz, avec les terres arabes que nous avons dans ce pays. C'est une volonté politique. Donc, oui, je pense que les Ivoiriens sont très heureux. Parce qu'on a tous compris, avec la cherté de la vie, avec les coûts qui montent tous les jours, qu'il fallait quand même prendre une décision, d'autorité. Et c'est vraiment une très bonne chose que le président veuille ça. Après, au niveau des priorités, on parlait tantôt là du Premier ministre, mais je veux dire même dans la dénomination de sa fonction, il est Premier ministre, chef de gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. C'est des messages que le président nous envoie. Vous l'avez dit, oui, la CAN, c'est au mois de janvier. C'est un engagement que le pays a pris. Et nous devons tenir cet engagement-là. Il y va de l'image de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui veut être un pays modèle. Et je pense que, comme disent nos concitoyens, trivialement, le président Ouattara, il ne veut pas avoir honte. Donc, il faut prendre les dispositions. Et quand on sait cette histoire, comment, entre la COCAN et le ministère des Sports, il y avait une guéguerre inutile, au point que le Premier ministre d'alors a dû intervenir. Enfin, il a fallu un moment que, voilà, parce que le temps passait. Donc oui, il faut, c'est pour ça qu'à dessein, et compte tenu de cette référence qu'a le Premier ministre Berger-Mambé, qui a réussi, et à l'époque, c'était encore les ministères qui étaient en charge, se marchaient sur les pieds, c'est comme ça qu'il a été appelé en pompier par le président Ouattara, et il a fait le job. Donc là, il est là, il va faire le travail pour que cette CAN-là soit une belle fête. Parce que tout le monde nous attend. Donc c'est une très bonne chose, et on compte sur lui pour que cette fête-là se passe bien. Et de l'autre côté, on a le cas de vie. Et c'est vrai que quand on va dans les pays développés, on est très content, tout est propre, tout est bien tenu. Et chez nous, tout part en vrille. Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits depuis 10 ans et plus, mais nos villes ne sont pas propres. Nos villes ne sont pas bien tenues. Nos villes ne sont pas bien entretenues. Il y va de notre hygiène, donc de notre santé. Et je pense que ça, vraiment, en termes de la dénomination de la fonction du Premier ministre, pour moi, le président Ouattara nous a dit: voici aussi les priorités. Et à côté de cela, bien entendu, il y a les investissements qu'il faut rechercher parce qu'il y a les infrastructures à construire. Bien entendu, il y a la sécurité alimentaire par rapport à ce que vous évoquez. Bien entendu, il faut continuer à lutter contre la cherté de la vie parce que, bon, les gens souffrent. Hein, je veux dire, c'est bien les choses qui sont bonnes et il y a les choses qui sont moins bonnes. Et en la matière, nos concitoyens, c'est pas très évident. Donc, il appartient au gouvernement d'adresser vraiment les réalités et d'apporter des solutions. C'est pour ça que, voilà, on les regarde. L'une des solutions, c'est cette production vivrière qui est attendue. Et désormais, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, va adresser la question. Lansini Bakayoko, concrètement, de quoi s'agit-il à votre avis? Oui, à mon avis, d'abord, je ne voudrais pas m'étendre dessus, mais je veux dire qu'on parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique. Mais ça, l'organisation de la Coupe d'Afrique dans le contexte ivoirien, ce n'est pas seulement que le prestige de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit de questions, c'est vrai, diplomatiques, mais davantage des questions économiques. Parce que beaucoup de personnes qui viendront regarder les matchs en Côte d'Ivoire, s'ils sont séduits par la capacité d'organisation et par les potentialités du pays, peuvent venir investir. Et investir où? Et j'en viens à ta question, investir dans les productions vivrières. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire le potentiel est là. Il y a les terres arabes, il y a
la technicité est là, mais sans doute il va falloir un certain encadrement. Voyez-vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe du riz. La Côte d'Ivoire ne produit que 800 000 tonnes de riz, alors que nos besoins sont chiffrés à 2 millions de tonnes. C'est énorme, le gap est de 1 200 000 tonnes. Ça fait près de 500 milliards de francs CFA qui sont injectés dans l'importation du riz. Ça, ce n'est pas acceptable pour un pays agricole comme la Côte d'Ivoire et qui a du potentiel. Par exemple, le riz pousse sur les 300 toute l'étendue du territoire. Il y a d'autres productions qui sont là, notamment les questions de la Côte d'Ivoire n'est pas un grand pays d'élevage, mais par exemple, au niveau en ce qui concerne la production de lait, par exemple, la Côte d'Ivoire importe 81% de sa consommation en matière de lait. On ne produit que 19%. Alors que le potentiel est là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des investissements qui sont réalisés, notamment à Marabadiassa, Ouangolo-Dougou et notamment à Bouna, mais ce n'est pas suffisant. La Côte d'Ivoire, toute la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire a un potentiel d'élevage qu'on peut mettre en exergue. Il y a aussi d'autres secteurs économiques, par exemple, au niveau des créations d'emplois. La Côte d'Ivoire doit aujourd'hui créer des clusters, notamment 5 clusters ont été définis par le ministère du Commerce et de l'Industrie. L'habillement, la pharmacie et d'autres secteurs qui sont porteurs, qui sont créateurs. Surtout le digital. Le digital, qui sont des secteurs qui sont créateurs de richesses. Mais d'autres questions qui peuvent être des questions aériennes, par exemple, des réformes économiques qui doivent être engagées, des réformes vigoureuses. Le ministre Adama Coulibaly est là. Je pense qu'il a aujourd'hui un comité, le pilotage qui va être opérationnel avec lui. Il a déjà une feuille de route. Le chef de l'État a fixé le cap. Il a dit « Je veux la maîtrise de la dette intérieure et de la dette extérieure ». Il a mis en garde les sociétés d'État qui ont parfois... il y a des questions de gabégie qui sont faites de ce côté. Et donc là, il a clairement mis en garde. Mais tout ça, c'est pour permettre de redimensionner les dépenses de l'État et de faire vivre la Côte d'Ivoire au prorata de ses capacités de production. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que le chef d'État a donné le cap. Il s'agit maintenant pour les ministres de se mettre au travail. Lui-même, il a dit au cours de son conseil des ministres pour pouvoir être à la hauteur de l'espérance placée en eux par le chef de l'État. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur les questions, Mambé a été nommé, il a dit sur son parcours professionnel, sur son parcours politique et surtout sa capacité, parce que c'est un acteur de développement. Et la dénomination de son ministère le définit bien, Premier ministre politique. Et il va organiser la CAN, il est ministre des Sports, et il est ministre du cadre de vie, qui est une question qui est d'abord, on peut dire, le socle du développement et de l'ensemble du pays, parce que le développement, c'est une question de gestion territoriale. Donc, à mon avis, les priorités sont dressées, mais davantage, ces priorités sont politiques, certes, mais davantage, ces priorités sont économiques, parce qu'en fin de compte, nous avons un problème économique. Il s'agit de donner de l'emploi à l'ensemble de nos concitoyens, des jeunes, qui aujourd'hui, on ne va pas dire errent dans la nature, mais qui ont besoin de débouchés. Et c'est avec eux qu'on pourra amorcer franchement le développement de la Côte d'Ivoire. Oui, Félix Boni, qui veut réagir? J'ai écouté religieusement Bakayoko et ça m'inspire beaucoup de choses. Moi, je pense que, oui, je suis heureux d'entendre beaucoup de choses, le cluster, tout ça, c'est des très beaux mots, des gros mots. Je pense que l'une des choses qu'on attend de ce gouvernement, l'une des principales priorités, c'est de passer souvent aussi de la théorie à la pratique. Beaucoup de verbes, beaucoup de choses dont on parle qui n'ont pas de réalité, qui n'ont pas d'impact réel sur les populations. C'est-à-dire qu'à un moment, je disais sur les plateaux ici, on avait l'impression que la Côte d'Ivoire se résume à Abidjan, où pratiquement tout se passe à Abidjan et il y a une autre Côte d'Ivoire à l'intérieur. Alors, il faut passer maintenant de la théorie à la réalité. Et je crois qu'en mettant une personnalité comme Begré Mambé, qui d'ailleurs, au-delà de toutes les fonctions que nous connaissons, a été... Quels sont les aspects, par exemple, que vous voyez, surtout parlant de l'intérieur du pays? Oui, quels sont les aspects, par exemple, que je vois? Quand on parle de clusters et autres, autour, vous pensez que les jeunes de l'intérieur sont... Allez-y dire cluster dans une ville de l'intérieur, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ce sont des concepts qui sont pratiquement limités à une certaine jeunesse, je dirais citadine, et même pas citadine, mais citadine d'Abidjan, c'est-à-dire de la capitale économique de la Côte d'Voire. Cela dit en passant. Je dis, non, laisse-moi terminer. Il faut que je redéfinisse. On va le laisser terminer. Il a juste pris un exemple. Ne le définis pas, c'est juste un exemple. Je sais de quoi il s'agit. C'est juste un exemple que j'ai pris. Je dis qu'en prenant un Premier ministre comme Begré Mambé, 71 ans, ce n'est pas un jeune, Begré Mambé qui a été membre de plusieurs cabinets ministériels, gouverneur de la ville d'Abidjan. Et Begré Mambé même qui, lorsqu'on le nomme, ses premières paroles sont des paroles, je dirais, prophétiques, pastorales. Je crois que c'est une certaine rigueur dans la gestion de la
l'action gouvernementale. Et j'ai insisté ici encore, ça fait l'actualité sur ce plateau, en disant que Begremambé, déjà par les premiers propos, montre que je viens pour être le monsieur rigueur. Monsieur qui va appliquer les 10 commandements à tous les ministres, c'est-à-dire que la bonne gouvernance qui est également une des priorités du chef de l'État. N'oublions pas qu'il vient de nommer le ministre de la bonne gouvernance comme haute autorité de la bonne gouvernance, c'est-à-dire il vient de le renforcer. Et cette bonne gouvernance, Begremambé va en être l'un des principaux, acteurs, principaux surveillants. Et son âge, son autorité, sa posture, je ne dis pas que ses prédécesseurs ont manqué d'autorité, mais son âge et un certain nombre de postures vont quand même favoriser certaines choses en matière de gouvernance. Et je suis persuadé que ce pasteur qui arrive à la tête du gouvernement ne voudra vraiment pas en partir avec une certaine image, trop de bruit qu'on a entendu dans certains dossiers qui sont restés impunis. Heureusement que Kebimpe n'est pas resté impuni, mais il n'y a pas eu Kebimpe dans le gouvernement précédent. L'enseignant voulait, oui, préciser. Bon, je voudrais juste canaliser un peu les choses parce que quand j'ai parlé de cluster, j'ai eu l'impression que c'est un mot savant qui est utilisé. Non, ce sont des filières économiques. Ce n'est que ça. Je sais de quoi il s'agit. Ce n'est que ça, mais il faut pas. Je crois savoir que nous sommes en droit d'en attendre davantage de notre gouvernement parce qu'il est là pour ça. C'est sa vocation. Mais il y a quand même il y a des écueils, certes, mais il y a quelques avancées. Vous ne pouvez pas dire que l'intérieur est délaissé. Aujourd'hui, moi je viens de l'intérieur du pays. J'en viens aussi de ce comme ça. Oui, je viens de l'intérieur. Il y a une zone industrielle qui est en construction à Bonois. C'est vrai, à Yamoussoukro, il y en a, même si ça reste embryonnaire. À Korogo, il y a une zone industrielle qui est en gestation. Et à Boaké également, ils sont en train de réhabiliter la zone industrielle. Donc, on ne peut pas passer tout ça par perte et profit et dire que le développement est orienté uniquement sur Abidjan. Mais quoi qu'il en soit, Abidjan, c'est à peu près 90% de l'activité économique et peut-être le cas de la population ivoirienne. Il faut faire cette décentralisation. Oui, non, une fois n'est pas coutume. Non, je prends plaisir à écouter M. Bakayoko parce que, on est en lien au niveau de l'analyse. Merci pour ce que vous avez dit. En fait, je pense que ce que Félix a voulu dire, il ne s'agit pas de dire que tout est mauvais. Non, on est tous d'accord que 80% de l'économie, de l'activité économique, c'est Abidjan. C'est ce que disent les économistes eux-mêmes. Tout se résume à cette ville, qui est certes, oui, la capitale économique, mais en dehors d'Abidjan, on a des populations, on a nos frères et sœurs qui sont nos parents, qui sont à l'intérieur du pays. Oui, des efforts sont faits déjà pour des zones industrielles, mais on a quand même 201 communes en Côte d'Ivoire, hein, sauf erreur, c'est ça? Donc, il y a encore de la marge. Et il faut vraiment que... Enfin, je ne suis le porte-parole de personne, mais je veux dire, ce serait quand même bien que la capitale administrative et politique soit transférée à Yamoussoukro. Parce qu'Abidjan est saturé. Donc, ça va faire du bien au pays. Ça va aider à accélérer le développement de l'ensemble du pays. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan, comme on l'a dit. Il faut vraiment il faut espérer que le gouvernement Begremambé aussi travaille dans ce sens-là pour qu'on crée des zones franches dans les régions à l'intérieur du pays pour inciter les opérateurs économiques à investir. C'est ce qui fait un pays qui avance harmonieusement. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait une université à Bondoukou, une université à San Pedro, une Amman, tout ça, c'est dans la dynamique. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on devrait, le gouvernement devrait réfléchir et puis voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut encourager les opérateurs économiques à aller investir en dehors d'Abidjan. Docteur Bamba, qu'on n'a pas quand même entendu depuis un moment. Oui, je crois que dans tout pays sérieux, je crois que la Côte d'Ivoire l'est, il y a des stratégies de développement qui sont mises en place. La concentration à Abidjan est un fait vraiment qui est un combat à l'histoire même du pays, depuis Félix Houphouët jusqu'à aujourd'hui. Donc le cri de cœur de mes débatteurs aujourd'hui, je suis en tout cas d'accord avec eux, c'est qu'il doit y avoir un certain déplacement du développement vers l'intérieur. Peut-être qu'ils pensent aussi aux autres pays où il y a eu création de deuxième, troisième... 4e ville, peut-être? Forcément, ça va arriver. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Cette déconcentration-là, on en a besoin. Je crois que ça se fait. Peut-être qu'on voudrait que ça soit de plus en plus accéléré. Mais aussi, au niveau du développement, on ne peut pas aller développer des endroits qui sont totalement vides de population. Il y a des réalités qui rentrent en ligne de compte pour qu'on puisse construire un collège, une université, un hôpital, tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'avec les districts qui sont créés, on peut faire encore mieux en Côte d'Ivoire pour permettre, en tout cas, aux grandes villes, pour que ces grandes villes-là aient un véritable retentissement, dans la mesure où que ce soit au nord, au sud, à l'est ou au centre,
On a des villes dont les noms quand même placeront depuis longtemps, mais qu'aujourd'hui sont pratiquement tombés en désuétude. Donc il faut permettre à tous ceux qui sont dans ces villes-là, nos compatriotes, qui ne rêvent pas forcément de venir à Abidjan, de pouvoir avoir sur place tout ce qu'il faut en termes de développement pour qu'on puisse être plus à l'aise. Donc, il y avait eu la chance peut-être de sortir un peu de notre pays. Nous avons vu que dans n'importe quelle ville occidentale on arrive, on a toutes les commodités sur place. On n'a pas besoin, par exemple, d'aller à la capitale économique, encore à la capitale administrative. Et je crois que voilà, c'est ce qu'on Il y a aussi attend peut-être véritablement. l'innovation technologique. Le ministère du numérique va régler la question, puisqu'avec Internet, on rapproche aussi les services. Mais s'il te plaît, docteur Bamba a dit tantôt, t'as dit que, docteur, c'est le développement aussi qui attire les populations. Je prends un seul exemple, la ville de Congo. Aujourd'hui, si vous arrivez à Congo, la population de Congo s'est multipliée peut-être par 10. Parce qu'il y a eu un développement à Congo qui a quand même attiré des populations. Aujourd'hui, il y a un transport direct à Abidjan-Congo, d'ailleurs, avec un coût très allégé. C'est-à-dire que c'est le fait de décongestionner, de porter le développement à d'autres contrées qui va faire que des populations vont se stabiliser, vont rejoindre ces zones parce que le développement attire les populations. Mais il ne faudrait pas, tant qu'on attendra qu'éventuellement il y ait les populations avant de développer, mais des villes comme, vous prenez des villes, comment ça s'appelle, Diamniadio à Dakar, mais c'est au Sénégal. Mais c'est des villes qui ont été créées de façon pratiquement, c'est-à-dire, ce qui n'existait pas. Vous prenez la ville d'Abuja au Nigeria. Mais Abuja, ça n'existait pas, c'était le désert. Mais aujourd'hui, Abuja, c'est un pôle économique, et je dirais c'est le pouvoir politique du Nigeria, mais ça devient également un pôle économique. L'activité qui bouge à Abuja, que je connais bien, aujourd'hui, pourtant, c'était le désert. C'est-à-dire, c'est le développement qui attire les hommes. Il faudrait pas il faut qu'Abidjan soit décongestionné et qu'on ne soit pas toujours fier de dire que le tiers de l'électorat ivoirien se trouve à Abidjan, le quart de la population de la Côte d'Ivoire se trouve à Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est 322 km² et je prends l'exemple du Nord, la mangue au Nord. Moi, je rêve de voir aujourd'hui une usine qui va transformer la mangue au Nord en jus de mangue, en plusieurs produits dérivés de la mangue et tout ceci qui va stabiliser la population. Il faut dire que ça existe. Ça existe déjà. On est sur le bon chemin. D'accord. Peut-être que ça commence. On est sur le bon chemin, Félix. Voilà. Oui, allez. Non, je voulais juste réagir à ce que Dr Bamba a dit. Oui, on peut effectivement dire qu'il faut améliorer le développement là où sont les populations. Mais le mouvement contraire aussi, comme disait Félix, est possible. Mais c'est l'histoire de notre pays. Une terre qui est riche, qui a des ressources, des populations viennent d'ailleurs pour améliorer leur vie. Donc, il suffit qu'il y ait un minimum de conditions qui permettent aux populations d'avoir un bien-être. Et ça fait un appel d'air. Donc voilà, je veux dire, les deux mouvements sont possibles. Dans l'enseignement Bakaleko, finalement, la question, c'est la décentralisation. Bon, je voudrais dire tout de suite que Félix a raison, mais il a pris le mauvais exemple. Diamniadio fait partie de la périphérie de Dakar. Donc oui, je connais, je suis d'accord. Ah oui, on ne peut pas. Mais ça a décongestionné quand même Dakar aussi. Il a pris Abuja, mais Diamniadio fait partie. Mais il y a une ligne RER de Diamniadio à Dakar. oui. C'est extraordinaire. Mais l'enseignement, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça ne vaut même pas 10 km. Plus que ça, quand même. Je vais dire que même en Égypte, au Caire, il y a une nouvelle ville qui s'est créée au Caire. Oui, le nouveau Caire. Le nouveau Caire qui est là, mais qui est juste dans la périphérie du Caire aussi. Il décongestionne le Caire également. Oui, mais il ne s'agit pas seulement de décongestionner. Moi, je pense que le rôle de l'État... Mais il y a un grand besoin. Oui, bien sûr. Le rôle de l'État... Laissez l'enseignement terminer. Avec grand plaisir. Oui, le rôle de l'État, c'est de créer les infrastructures au niveau de ces zones. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une volonté politique de créer des infrastructures, notamment routières, et d'autres types d'infrastructures économiques qui sont créées. Il y a, par exemple, la marque dont tu parles, il y a une usine à Sinématiali, à Korogo, à Ferkesedougou, à Odiné, il y a des usines de riz qui sont installées. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est... Il y a le nouveau code, par exemple, des investissements qui est là, qui aujourd'hui crée des mesures attractives pour ces régions reculées d'Abidjan. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui qui incitent les opérateurs économiques, les investisseurs à s'intéresser à ces régions. Je pense que ce sont ces mesures généreuses-là qu'il faut accentuer, notamment les exonérations fiscales et un certain nombre de mesures. Donc, il appartient aujourd'hui au secteur privé qui lui a vocation de développer, en tout cas de créer de la richesse, de s'intéresser à ces questions. C'est pour ça que la Coupe d'Afrique est une opportunité, parce que ceux qui viennent ont l'impression que tout se passe à Abidjan, mais il va s'en dire qu'avec la Coupe d'Afrique, compte tenu de la territorialité, les gens vont aller dans ces régions et toucher du doigt les réalités de ces zones et les clichés vont disparaître, les préjugés qui consistent à faire croire que certaines zones sont des zones arides, tous ces clichés vont passer et qu'ils vont
savoir que c'est des régions potentiellement riches où on peut aller investir. Donc je pense que c'est l'un des avantages de la Coupe d'Afrique qui se profile en janvier. Il ne reste plus beaucoup de temps sur ce sujet. Non, juste d'un mot, c'est de dire qu'à la base, on a des très beaux tests, il y a des stratégies qui sont définies. Il appartient à chacun de nos ministres de faire son travail. Parce qu'en règle générale, en Afrique, on aime bien les honneurs et on oublie ce pourquoi on a été nommé. Il appartient à nos ministres de faire le travail et que le président aussi permette, comme ça se fait au Rwanda, qu'il rende compte de façon périodique. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu as parlé du problème de digitalisation, du rapprochement des populations. Ce sont autant de choses qui doivent s'accélérer pour que vraiment on puisse se sentir bien et qu'on sente que ça se fait déjà, que je suis né à Korogo, à Bundiali, je suis à Abidjan, je peux automatiquement avoir mon extrait de naissance, mais bien d'autres choses sont appelées à être faites. Et tantôt, je parlais par exemple de cours à distance. Nous sommes prêts à prendre des cours à distance lorsqu'il s'agit de pays extérieurs, mais la même chose peut se passer à Abidjan. Et on a l'université virtuelle de Côte d'Ivoire qui marche bien. Oui, il y a ça, mais dans d'autres secteurs, il faut qu'il y ait cette digitalisation puisse aller vraiment en grande pompe pour permettre une véritable transition numérique, comme l'a dit le président de la République. D'accord, alors on va aller au Libéria. Au Libéria, vers un deuxième tour de la présidentielle, George Weah et Joseph Boakai sont au coude à coude. Davis Oyo nous en parle et on se retrouve juste après. Un second tour semble se dessiner pour l'issue de l'élection présidentielle au Libéria. Après les derniers décomptes de la National Election Commission, NEC, le président sortant, George Weah, a obtenu 803 674 voix, soit 43,84%, contre 796 331 voix, soit 43,44% pour son principal adversaire, Joseph Boakai. Edward Bolton Jr., inconnu du grand public, termine au pied du podium, devant des candidats de l'opposition plus en vue sur l'échiquier national, avec 205 voix, soit 2,30%. Ces résultats sonnent comme un match retour de la présidentielle libérienne de 2017. George Weah est au coude à coude avec l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf. Le coup KO promis par le président sortant à ses militants n'a donc pas eu lieu. Malgré la reprise des votes, le vendredi 20 octobre dans 2 bureaux de vote du comté de Nemba, bastion de l'opposition pour vol d'urne, aucun candidat n'a réussi à obtenir la majorité pour briguer la magistrature suprême. La CEDEAO et l'Union africaine ont félicité le gouvernement libérien et la Commission électorale nationale pour l'organisation de ces élections pacifiques dans l'ensemble, marquées par l'enthousiasme et un fort taux de participation. Une atmosphère qu'ils espèrent revivre au second tour, prévu probablement le 7 novembre prochain. Alors, messieurs, moi, je note que tout s'est quand même bien déroulé de façon globale, cette présidentielle. Mais Félix Boni, est-ce que dans ce match, George Weah pourra faire un doublé? C'est vraiment très difficile de le dire. Pronostiquer sur un doublé de George Weah aujourd'hui, c'est très difficile, d'autant plus que pour le premier tour, déjà, il devance son adversaire direct que de moins de 7 500 voix de différence, c'est-à-dire 43,84% contre 43,44%, moins de 7 500 voix de différence. Alors que celui qui arrive en troisième position, Appleton, qui arrive avec 40 200 et quelques 255 voix, et déjà Joseph Boakai qui appelle déjà l'opposition à se rallier à lui et qui promet un gouvernement ouvert d'union, et tout ceci peut donner de l'appétit à l'opposition, d'autant plus que le bilan de George Weah n'a pas véritablement plaidé en sa faveur. Vous voyez aujourd'hui le Libérien, c'est 1,90 $ par tête d'habitant, et ça, la population est très pauvre. Et quand vous voyez George Weah qui fait campagne et qui axe sa communication, pour ne pas dire ses éléments de langage, sur mon premier mandat, c'était pour l'apaisement, pour la stabilisation. Je ne crois pas qu'il soit venu prendre un pays déchiré. Et Ellen Johnson Sirleaf, pendant ses 2 mandats, n'a pas été à la tête d'un pays déchiré. Je crois que George Weah était venu pour apporter ce développement attendu et donner beaucoup d'espoir à une certaine jeunesse qui a cru en lui, qui l'a vu comme
une idole, celui qui viendrait effectivement sortir le Libéria de l'ornière et qui avait toutes ses relations avec sa réputation au niveau international, mais ça n'a pas été le développement. Le Libéria, c'est un pays aujourd'hui qui n'a pas d'infrastructure. Les 6 années, pas 5 ans, 6 années de George Weah, il n'y avait pas eu de construction d'infrastructures, il n'y a pas de route au Libéria, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas eu d'avancée, la population est pauvre. La seule chose qui est positive, c'est que la Banque mondiale annonce une croissance de 5%, mais laquelle croissance n'a pas d'impact sur la population. Moi, j'ai dit toute croissance, tout chiffre qui ne se ressent pas dans les assiettes, dans le quotidien des populations, ce sont des chiffres vains et c'est le cas du Libéria. Valentin Zawi, quel est votre avis sur cette situation au Libéria? Alors, ce qui se passe au Libéria, ça convoque un peu le débat qu'il y a souvent sur qui est crédible, qui n'est pas crédible à diriger un pays. George Weah, c'est un ancien joueur. En 2017, il y avait encore ces débats-là. Est-ce qu'il a les compétences pour? C'est le peuple qui a décidé. Et quand il a été élu, il a promis au peuple de lutter contre la corruption, qui est un problème comme dans beaucoup de pays africains. Il a promis des infrastructures. Il a promis de sortir les populations de la pauvreté parce que le Libéria est un pays pauvre. À l'indice de développement humain, c'est 177e sur 188 pays. Donc, ce sont des chiffres qui parlent. En fin de course, comme disait Félix, voilà, les promesses, il n'y arrive pas. Les promesses sont restées lettres mortes. Est-ce que finalement, ce n'est peut-être la réalité locale comme la réalité internationale qui a joué contre Weah? Est-ce qu'on peut lui trouver des situations atténuantes? Moi, les excuses, on peut toujours trouver, mais ce n'est pas ça le sujet. C'est quand on... pour rester sûr. Quand on prend l'engagement, je dis, quand nous sommes 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, puis il y a des Ivoiriens, des citoyens, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être président de la République. Donc, quand vous décidez d'être président de la République, il faut savoir à quoi vous engagez, il faut être sûr d'avoir les moyens. Donc, si George Weah, en 2017, décide d'être président de son pays, et c'est ce que ses concitoyens lui accordent d'être, mais derrière, c'est à lui de créer les conditions. Le drame, pour ce que j'ai pu comprendre là-bas, ce qui se passe au Libéria, c'est que finalement, ses soutiens politiques le tiennent, puisque il y a certains acteurs contre la corruption, s'il veut agir, c'est contre les intérêts de ces personnes-là. Donc, du coup, il est un peu pris en otage et au final, il n'a pas beaucoup réalisé ce qu'il souhaitait. Et ça se ressent dans les scores au coude à coude avec Joseph Boakai. Justement, ces soutiens traditionnels dont je parlais tout à l'heure, qui prennent en fait finalement en otage, ce n'est pas une excuse, on l'a dit tout à l'heure, mais comment vous voyez l'issue de cette élection présidentielle? Peut-être vers un doublé? Non. Lanciné? J'ai du mal à croire que l'attaquant George Weah pourra défendre son bilan. Il est inspiré là. Parce que George Weah, c'est vrai, n'a pas eu toute la dextérité en matière de gouvernance, mais on peut lui accorder quelques circonstances atténuantes. Il prend le pouvoir en 2017, c'est un contexte post-Ebola qui a complètement décimé le pays. Quelques années plus tard, on a la Covid-19 qui est suivie par la crise russo-ukrainienne. Conséquence, George Weah n'a pas pu conduire sa politique. Voyez-vous... Visiblement, vos co-débatteurs ne sont pas d'accord. Je ne dis pas que c'est la raison fondamentale. George Weah faisait preuve d'humilité. Moi, je l'ai vu régulièrement venir à Abidjan, venir prendre quelques conseils auprès du président Alassane Ouattara. Et donc, je pense qu'il avait la pleine conscience de vouloir mener son pays sur de bonnes rives. Mais moi, je suis en train d'analyser un peu l'environnement dans lequel il a exercé son pouvoir. Il a pris le pouvoir et dans l'environnement dans lequel il a exercé son pouvoir. C'est vrai, Félix parlait de 5%, je pense que les institutions, c'est 5,6%. Ça peut paraître beaucoup, mais marginal au regard des attentes des Libériens. Et cette croissance a été tirée notamment par les mines et en partie par l'agriculture. Mais le potentiel au Libéria reste encore énorme. Qui n'ont pas été exploités parce que le Libéria a un besoin criard en matière d'infrastructures, notamment les infrastructures les routières. Mais il faut aussi accentuer sur la formation parce que c'est un pays qui est complètement en lambeaux au niveau de l'éducation nationale, puisque tout le système éducatif... Il y a quand même eu 14 ans de guerre. Oui, il y a eu 14 ans de guerre, mais moi, l'observation que je fais, mais ça c'est au plan politique, je vois que c'est un pays de 5 millions d'habitants, mais qui a à peu près 2,5 millions d'électeurs, c'est-à-dire 50... une sorte de vitalité. Une sorte de vitalité. 2,4 millions d'électeurs. Comme la Côte d'Ivoire,
qui a à peu près 30 millions d'habitants, on n'a que 8 millions d'électeurs. Le Ghana, qui a à peu près la même J'ai jamais compris ça, moi non plus. À 17 à 18 millions d'électeurs. Donc, je vais dire, ce n'est pas toujours... il faut analyser la question ivoirienne en profondeur. J'établis un parallèle, c'est un peu de digression. Mais je pense que aujourd'hui, les principaux arbitres, ce sera Alexandre Cumming et probablement Taïwan Gonglo, qui sont arrivés 3e et en 4e position. Attention, c'est Edouard qui arrive en 3e position, non, avec 40 000 Tu pourras vérifier, et plus tard, Taïwan Gonglo est arrivé en 4e position. Dans tous les cas, nous sommes à peu près à 90-95% de développement. Il y a une zone... La précédente élection, c'était Charles Bruskin et le même Alexander Cumming qui avaient joué les arbitres. Et donc, cette année, ce sera le même Alexander Cumming et Taïwan Gonglo. Donc, je pense que George Weah n'a pas beaucoup d'arguments pour aller convaincre ces populations-là. Mais à mon avis, le plus grand défi de George Weah, c'est au niveau, en fait, du prochain président, peut-être qu'on y reviendra, ce sera au niveau sécuritaire. Parce que c'est un pays où il y a les réminiscences encore de la guerre qui existent, et il faut que ses voisins l'y aident. Parce que tout le monde sait, la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, vient prendre quelques conseils ici à Abidjan, mais il y a des pays, c'est un pays très fragile. Tout le monde sait, par exemple, que le Lourdes de Sékou Damaté Koné, qui était une excroissance, une des factions, en tout cas de l'Ilimo, avait sa base arrière, notamment au niveau de la Guinée. Tout le monde le sait. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas un régime de stabilité au niveau de Conakry. Donc, ça peut entraîner des fragilités qui peuvent remettre en cause. Est-ce que ce n'est pas lié justement au jugement de la guerre qui n'est pas finalement allé jusqu'au bout de son procès? Peut-être que c'est lié. Oui, mais il y a des cellules dormantes qui ruminent encore, notamment dans le comté de l'Ofa, qui est frontalier à la Guinée, à la Sierra Leone, qui sont des véritables réservoirs de crise. Donc, je pense que les principaux défis pour le nouveau président, c'est d'abord sécurité, et c'est à partir de là, la sécurité précède le développement. Et donc, il va falloir régler de ce côté. Valentin Boni, on reviendra à vous. Docteur Bamba, d'abord. Pour moi, déjà, c'est une vitalité démocratique. Voir que dans un pays africain, les gens sont comme ça, coude à coude, c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique. Malheureusement... Mais il faut dire que c'est un remake. En 2017, c'était pareil. Oui, mais c'est déjà bien. Voilà pourquoi je parle de vitalité démocratique. Donc, on n'est pas étonné qu'au Libéria, ce soit comme ça et qu'il y ait un second tour. Malheureusement, par rapport à tout ce que nous lisons dans les journaux, il y a aussi de façon sous-jacente une vraie violence qui ne dit pas son nom au Libéria, de sorte qu'il y a eu des résultats qui ont été donnés de façon prématurée. La commission électorale indépendante de Libéria était obligée de faire un communiqué pour calmer tous les états-majors. Il y a même eu 3 morts. Voilà, il y a cette réalité-là dont il faut tenir compte. Et c'est comme finalement... dont parlait voilà. Et puis maintenant, je terminerai en parlant des critiques contre George Weah. Je crois que notamment, il a été critiqué sur ses nombreux voyages, et surtout un voyage qu'il a fait en allant soutenir son fils qui joue dans l'équipe des États-Unis à la Coupe du Monde de Qatar. Donc ce sont des éléments qui, localement, pourraient jouer contre lui. Oui, il faut juste rappeler, vous l'avez dit il y a quelques minutes, il y a quand même une guerre civile de 1989 jusqu'en 2003. Oui. Qu'est-ce qui a été fait pour réconcilier les Libériens? Vous avez des anciens chefs de guerre qui sont hommes politiques. Ouais. Prince Johnson est sénateur. Et justement, ça joue contre Weah. Exactement. Donc, il y a des soutiens politiques qui et il y a même l'épouse de Charles Taylor qui est son colistier. Exactement. Donc, oui, c'est dans cet environnement-là qu'on est. Et comme Dr Bamba le soulignait, pendant 15 jours, si j'ai bien lu, le président était hors du pays, sommets internationaux. Après, il allait au Qatar pour soutenir son fils. Donc, ça, c'est très mal vu des populations. Parce que chaque pays a ses contradictions domestiques. Au Libéria, il y a ceux qui se disent autochtones et il y a ce qu'on appelle les évolués, donc qui viennent des États-Unis, ou bien c'est un peu le cas avec Ellen Johnson Sirleaf. Boakai, c'est un peu il était le vice-président de l'ancienne présidente. Oui. Donc, il y a cette guerre-là. Alors, donc, si on n'arrive pas à bien gérer ces contradictions domestiques, malheureusement, ça conduit à des drames. Et il ne faut pas l'espérer pour le Libéria, justement, qui a connu des moments difficiles. Il y a même eu des séquences de déshumanisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ces images, ces vidéos sur une plage. Donc, ils viennent de très très loin. Il faut juste espérer que, on n'en arrive pas là, parce que malheureusement, la politique en Afrique nous conduit parfois à des situations mortifères. Donc voilà, il faut vraiment espérer. Je ne suis pas totalement d'accord avec mes co-débatteurs, parce que
il ne faudrait pas passer par perte et profit les années Ellen Johnson-Sirleaf. C'est elle qui vient hériter d'un Libéria très déchiré avec les chefs de guerre et tout ce qu'on a vécu par le passé. Elle a eu quand même 2 mandats pendant lesquels le Libéria quand même a pu quand même se stabiliser. George Weah vient prendre un pays qui quand même avait une relative stabilité. Je crois qu'on attendait de George Weah qui vienne vraiment construire. Et là aussi, je ne suis pas d'accord en disant que la sécurité précède le développement. Si, c'est vrai d'une part, mais d'autre part, le développement aussi induit la sécurité. Je crois que si George Weah se mettait à réellement construire le Libéria, on aurait des Libériens au travail, beaucoup qui auraient trouvé à refaire que de se retrouver dans des questions de sécurité, à aller encore chercher à reprendre des armes. Mais ce travail n'a pas été fait. C'est ce George Weah qui prend l'avion, les moyens de l'État pour se retrouver au Qatar, pour aller soutenir son fils. C'est encore ce George Weah qui poste des vidéos où il est en train de danser. D'ailleurs, grâce à lui, il y a un artiste nigérien dont la musique a pu pratiquement saboter la scène. Oui, mais ce sont ces scènes. Quand on est chef d'État, on n'est pas chef d'État pour monter de la distraction pendant que des gens ont faim dans les salons. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui méritent aujourd'hui... C'est non plus mal de soutenir un artiste. Aujourd'hui, alors, avant de soutenir l'artiste, il faut commencer à soutenir la population qui ont faim. Aujourd'hui, l'artiste, il est déjà rassasié et c'est une célébrité. Il faut regarder les populations. Aujourd'hui, je lui dis, la faiblesse de peut-être Boakai, Joseph Boakai, c'est son âge, 77 ans. Georges, qui est encore très frais à 59 ans, qui est 57 ans du reste, qui est encore très frais. Voilà. Et c'est son âge toujours contre lui parce qu'aujourd'hui, même s'il est réélu, est-ce que c'est un monsieur qui peut remplir encore pour 2 mandats? Est-ce qu'il a une vision sur 2 mandats? Je crois qu'il a une vision peut-être sur un mandat bien précis, mais une vision qui certainement est plus pragmatique, qui a permis de se retrouver au coude à coude. Les élections vont être reprises dans un seul comté, c'est le comté Nemba, oui, qui est favorable d'ailleurs à l'opposition, là où il y a eu des vols d'urnes et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, George Weah même aura été, s'il échoue à ces élections, il aura été lui-même, j'allais dire, victime de sa propre turpitude et peut-être même, je dirais, d'une certaine incompétence parce qu'on attendait beaucoup de lui vis-à-vis des relations qu'il a à l'extérieur à partir de sa célébrité. Lanciné? Oui, moi je pense que là, c'est vrai, le Libéria manque cruellement d'infrastructures, notamment d'infrastructures routières. Les principales villes ne sont pas reliées. Vous voyez, de Buchanan à Zouédrou, en passant par Zorzou ou à Bopolou, toutes ces zones-là, il n'y a pas de zone d'accès dans ces villes. Il n'y a pas de route dans ces choses. Donc, je suis d'accord qu'il faut mettre en place des infrastructures routières, mais il faut... Excuse-moi d'ajouter juste un petit, c'est pas seulement les routes, même le minimum, l'eau. Oui, l'eau, l'électricité. Au moment où on parle de digitalisation, le Libérien, il est analphabète parce qu'il n'a même pas l'électricité pour avoir le digital. Oui, finalement, Nassini Bakay, que vous allez continuer. Est-ce qu'on est bien sorti de la crise de 2003, de ces 14 années? En tout cas, je pense qu'il y a des réminiscences de cette crise. Parce que quand vous voyez le président Johnson qui parfois se comporte toujours en chef de guerre, par exemple, parfois, il lui est arrivé parfois de menacer, si les choses ne se passent pas selon son desiderata, de se remettre, de faire encore le coup de feu. Donc, il y a beaucoup de zones qui sont, il y a des zones aussi qui sont marginalisées. Tout à l'heure, je parlais du comté de Loufa, il y a des villes qu'on appelle zones de villes, qui ont des populations en partage avec la Guinée forestière, des Kissi et des choses. Sékou Damaté dont je parlais tout à l'heure, qui avait été le chef de guerre du Loud. Donc, il y a toujours des velléités. C'est un pays qui est... En tout cas, on a l'impression qu'il y a encore des cellules dormantes. Et même dans les principales villes dont je parlais, ce sont des villes qui ont été ravagées par la guerre. Et donc, les gens qui ont été là-bas n'ont pas eu l'instruction suffisante. L'éducation a été mise à l'arrêt. Donc, les gens... jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas encore trouvé du travail. Or, Félix le disait avec raison, ça dit que si l'éducation manque, que les gens n'ont pas suffisamment de travail, manifestement, il va se dire que tout cela, on est en train de construire sur du sable. Mais il ne faut pas désespérer du Libéria. C'est une zone qui a énormément de potentiel. Et vous voyez, quand vous arrivez au Libéria, c'est un pays entièrement couvert de forêts. Il y a un potentiel énorme. Et je pense aujourd'hui qu'il s'agit d'aider. Il faut que le gouvernement libérien fasse beaucoup plus d'agressivité au niveau de la conquête des investisseurs pour permettre à tous ces investisseurs-là d'affluer sur le Libéria parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit tantôt, c'est le secteur privé qui créera le développement, pas le gouvernement. Oui, bien sûr. Oui. Bamba, docteur? Oui, bon, dans une élection, je pense qu'il y a la promesse de celui qui sort et de celui qui entre.
Et la plupart du temps, celui, le sortant, lorsque ses promesses ne sont pas tenues, il a un bilan. C'est sur le bilan qu'il est jugé. Donc le score de Weah atteste du fait que ses promesses n'ont pas été tenues. Sinon, dès le premier tour, logiquement, il aurait dû passer. Mais j'ai aussi aimé vraiment toutes les interventions dans le sens de la réminiscence de la guerre. Ce n'est pas aussi facile. 14 ans de guerre, vous convenez avec moi qu'il y a une forme de trace dans le pays qui reste fortement axé sur ce souvenir douloureux-là. Et ce n'est pas encore fini parce que des acteurs majeurs de cette crise-là sont encore là. Oui. Et donc à tout moment, je crois que voilà, à tout moment, tout peut se déclencher. Et puis il y a l'impunité, il y a une image qui est donnée qui n'est pas bien. Mais en même temps, George Weah a des soutiens qui sont eux-mêmes, comme ça a été dit tantôt, des anciens, entre guillemets, chefs de guerre. Donc, autant de choses aujourd'hui, peut-être, qui jouent contre lui. Mais en même temps, s'il était avec ces gens-là, peut-être que c'était dans l'optique de la réconciliation, pourquoi pas. Mais le temps est passé, y a-t-il eu réconciliation? Y a-t-il eu impunité, comme peut-être le penseraient certains libériens? Est-ce qu'il y a eu justice? On ne sait pas. Donc, autant de choses qui participent vraiment à créer une certaine cristallisation. Mais pour moi, pour cette élection-là, au vu des différents intérêts sans être libérien, je pense que George Weah quand même garde pleinement sa chance de pouvoir faire le doublé. D'accord. Alors, messieurs, on a vraiment fait le tour sur la question. Certainement, on suit cette élection au Libéria. Merci, Dr Bamba, Lansini Bakayoko, Félix Boni, Valentin Zawi. Messieurs, merci de nous avoir suivis cette émission réalisée par Fofana Mamadou. Merci à toutes les équipes techniques autour. Merci aux reporters Davis Oyo. À dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.